La dernière question de Géry. Vous dites, mais pourquoi toujours l'Est? Mais auparavant, ce n'était pas l'Est. C'était le Kasaï et le Katanga. Maintenant, c'est l'Est. Mais je peux vous assurer que dans les décennies qui viennent, ça risque d'être l'Équateur, etc. Parce que ça suit les produits revendiqués par l'économie mondiale. À un moment donné, l'économie mondiale, c'était le cuivre, etc. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu les sécessions du Katanga et du Kasaï. Pendant les sécessions, vous pouvez aller voir ça des économistes parmi vous, la production de l'union minière de la Miba n'a pas baissé, au contraire, continue à monter. Maintenant, on a besoin du coltan, de l'étain de lithium. C'est là, on en est là. Mais bientôt, ça sera le problème de l'eau, etc. Là, on va vous quitter peut-être, on va aller ailleurs. C'est pour ça que nous devons faire de l'anticipation. Il faut penser à l'avenir. D'ailleurs, avant le Kasaï et tout ça, c'était encore l'Équateur à cause du caoutchouc. À cause du caoutchouc. Au moment où on faisait les mains coupées, on ne le faisait pas au Kivu, on le faisait à l'Équateur et à Maïndomé, parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de caoutchouc. Donc ça change suivant l'intérêt. Merci. La balkanisation supposerait qu'il y ait une instance supérieure au-dessus de nous qui dit désormais on va faire la partition. Telle province là-bas, indépendant et tout ça. Mais il n'y a pas cela. Nous ne sommes pas dans la logique de la balkanisation, nulle part. Nous utilisons le terme, ce n'est pas le bon terme. Pour ce qui concerne ce que nous vivons dans la guerre du Kivu, c'est plutôt l'occupation d'une partie du territoire, de s'emparer d'une région. Mais s'emparer d'une région ne veut pas dire que tout le reste du pays soit subdivisé en petits morceaux. Donc, la gravité est là, mais quand même c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas la balkanisation. La balkanisation supposerait qu'il y ait une instance supérieure au-dessus de nous qui dit désormais on va faire la partition. Telle province là-bas, indépendant et tout ça. Mais il n'y a pas cela. Nous ne sommes pas dans la logique de la balkanisation, nulle part. Nous utilisons le terme, ce n'est pas le bon terme. Pour ce qui concerne ce que nous vivons dans la guerre du Kivu, c'est plutôt l'occupation d'une partie du territoire, de s'emparer d'une région. Mais s'emparer d'une région ne veut pas dire que tout le reste du pays soit subdivisé en petits morceaux. Donc, la gravité est là, mais quand même c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas la balkanisation. Le Congo doit être uni. Le Congo doit rester uni. Je dirais pas que c'est l'idéologie propre à tous les Congolais. Le Congo doit demeurer uni. Et puis, troisième élément, c'est que par où, chez vous, oui, c'est ça, droit, le général Diancès qui dira après l'indépendance et avant l'indépendance. Chaque fois, ce mal a été de type messianique. On va changer le terme, on va dire centre d'amendement pour reléguer d'argent. Et ça existe jusqu'aujourd'hui, que ça s'appelle Ekafera, n'est-ce pas, au côté de Oshwe, Lubutu, en province orientale, Kassage,
cassage et même Kasson. Donc, on y envoyait des gens et ils vivaient là-bas. D'accord. Et donc, ces révoltes ont existé. Puis il y a aussi les mutineries de la force publique. Pour rappel, force publique, c'est simplement l'ancienne appellation de notre armée. Pendant la période coloniale, on l'appelait force publique. 15, ce qu'on appelle quelquefois la révolte Batetela. Ça ne veut pas dire que c'est l'ethnie Batetela qui se soit révoltée. Non. À ce moment-là, on appelait tous les soldats les Batetela. Comme après, on va les appeler les Bangala. Il y en a dans les Basongé, les Bakusu, etc. Donc tous sont appelés Batetela. Et d'ailleurs, leur bourg n'est pas en territoire Tétela. Donc ce sont les troupes qui se révoltent. Et puis, il y a eu cette grande révolte en 1897. Grande révolte. S'il n'y avait pas eu cette révolte, une bonne partie du Soudan du Sud actuel aurait fait partie du Congo. Parce que Léopold II avait l'intention d'avoir dans son Congo non seulement les sources du Congo, mais également les sources du Nil. Et donc, on a envoyé jusqu'au sud du Barek-Gaza, n'est-ce pas, nos troupes, mais en cours de route, n'est-ce pas, le baron d'Anis a vécu une révolte incroyable. Il est vrai que les troupes étaient tellement maltraitées. Vous savez qu'on allait à ce moment-là en guerre avec femmes et enfants. Avec femmes et enfants. Et il y avait tué facilement un militaire parce qu'il n'obéissait pas. La chicotte, c'était fréquent. Celui qui avait 2 femmes, le militaire rejette, on prend l'autre femme, on le donne à un autre militaire qui n'en a pas. Donc on vivait des choses incroyables. Donc finalement il y a eu révolte. Et finalement cette opération menée par le baron d'Anis n'a pas eu. Il y en a eu finalement la révolte en 1900, j'ai oublié de le signaler, à Boma. Et c'était très grave parce que c'était dans la capitale, n'est-ce pas? Mais à Boma. Il y en a eu aussi en 1934, comme vous voulez. Donc voilà, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Donc, ceci me permet de passer à ce que je veux, à mon sujet, quand je dis les révoltes dans le Congo contemporain, je veux dire le Congo après l'indépendance. Les rébellions de l'ère postcoloniale se sont organisées par cycle. On dirait que ce sont des rébellions en série. La crise de l'indépendance a produit une série de choses. L'échec de la réconciliation qui a eu lieu au conclave de Novalion en 1961 entre le groupe de Binza et les nationalistes communistes aussi a créé une série de choses. Il y a eu un cycle de la crise zaïroise avec ces rébellions. Et nous avons maintenant le cycle de la fin de l'ère du bouddhisme, qui était un jeudi. On a fait la fête jusqu'au dimanche, mais le lundi, c'est-à-dire le 4 juillet, eh bien, nous avons connu ce qui est connu sur le terme de mutinerie de la force publique. L'armée se révolte. On évoque très souvent cette situation particulière où le général Janssens a Stanley et de vision de s'entendre, obligation de s'entendre. C'est alors qu'on arrive finalement à une certaine entente, puisque Lumumba est mort. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit Premier ministre. On va prendre Adoula.
va pratiquement garder le gouvernement. On propose à Gizenga d'être vice-premier ministre, il accepte, il quitte, il s'accompagne, il arrive. Et donc on va créer un gouvernement d'union nationale. Et le lendemain d'ailleurs, et le nouveau Premier ministre et le vice-premier ministre vont à Belgrade pour la conférence des pays non alignés. C'est pour ça qu'il y a cette photo dans le coin là, où vous voyez les deux sont côte à côte, pour marquer la réconciliation. Le pays devient uni. Pas tout à fait, parce que la sécession katangèse continue. Mais, puisqu'il y a eu une réconciliation, et que le Katanga ne veut pas marcher, alors l'ONU va utiliser la manière forte. On va faire la guerre à la sécession katangèse. Et au mois de janvier 1963, la sécession est vaincue et Moïse Tshombe est obligé d'aller en exil en Espagne. Malheureusement, ce n'est pas fini. Nous entrons dans un autre cycle de problèmes. Pourquoi ce nouveau cycle de problèmes? C'est parce que cette fameuse réconciliation de l'Ovanium ne va pas tenir longtemps. D'abord, cette réconciliation crée des mécontents. Notamment, un certain Pierre Molele, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, que Gizenga avait envoyé au Caire comme son ambassadeur, n'accepte pas et ne rejoint pas son patron Gizenga. Il estime que ça ne marche pas et il ne peut pas fonctionner dans cette affaire. Au niveau des ambassades aussi, il y a des mécontents. Spécialement un pays, un grand pays, la Chine maoïste. Toutes les autres ambassades acceptent de déménager à Kinshasa, mais la Chine n'accepte pas parce qu'à Kinshasa, il y a déjà l'ambassade de la Chine nationaliste, la Chine formose, la Chine de Chiang Kai-shek. Donc les deux Chines antagonistes ne peuvent pas être là. Donc, la Chine maoïste va exiger que la Chine, la petite Chine quitte et ça ne marche pas. Donc ils sont mécontents, ils ne viennent pas. Voilà donc le premier problème. Le second problème, c'est que le gouvernement Abdoulaye lui-même ne tient pas non plus. Trop de conflits internes. Tant et si bien qu'on révoque un par un les différents, les gens du camp lumumbiste, nationaliste lumumbiste. En tête, on révoque le ministre de l'Intérieur, Béni. Alors, ils vont se réfugier au Parlement. Et au Parlement, ils sont là en train de faire des motions de censure tous les jours, pratiquement contre le gouvernement Adouba. Or, le président Kasavubo a un problème. C'est que nous sommes à ce moment-là, en 1963, et la législature s'arrête en 1965. La constitution qui était en place, qui a été mise par le père, était une constitution provisoire. On aurait dû d'ailleurs faire la constitution définitive avant le 30 juin. On n'a pas pu. Il veut absolument qu'il y ait une constitution avant qu'on arrive à terme. Ça ne marche pas. Alors, il va dire, puisque vous, Parlement, vous ne voulez pas faire la constitution, vous passez votre temps à faire les motions de censure, je renvoie le Parlement et je mets en place une commission constitutionnelle. Je vais donc aller la suite et je vais revenir.
Alors, donc, nous sommes donc dans cette situation. C'est ce que je viens de vous dire. Pierre Montelet n'est pas d'accord, il est en train de errer dans les pays du Moyen-Orient. Et il arrive à Beyrouth, la capitale du Liban. Et là, l'ambassade de Chine, maoïste, le repère. Et une semaine après, il est déjà à Beijing, à Pékin, en train de suivre les cours pour la guérilla, pour faire la guérilla. Donc, l'association de ceux qui ne sont pas d'accord. Quelque temps après, il va revenir au Congo, le ministre des Affaires étrangères, Sematika Kalanda, il lui offre un passeport comme étant, n'est-ce pas, un Ouest-Africain, dans le pays, sans problème, et quelques temps après, il est à Mali. Quand il arrive ici, d'ailleurs à Leopoldville, les autres lui disent, mais vous êtes parlementaire, nous devons aller au Parlement pour faire tomber le gouvernement à Doula. Il aura cette phrase qu'il faut retenir. Le temps des motions de censure est passé. Fini. Donc, il va aller. Mais ce que je vous ai dit, donc, les nationalistes sont évincés. Et quand ils sont évincés, dissolution des chambres, ceux qui sont évincés créent le CNL, Comité national de libération. Vous avez la date, 3 octobre 63, et ils vont s'installer à Brazzaville. Pourquoi ils s'installent à Brazzaville? Parce que là, Massamba Deba, n'est-ce pas, vient de prendre le pouvoir, il a chassé, n'est-ce pas, l'abbé Hubert Youlou, et c'est un gouvernement socialiste qui est en face. Donc, ils disent, allons rejoindre les camarades d'en face. Et les camarades les reçoivent. Ce qui fait que nous allons avoir alors des rébellions. Et nous les appelons rébellions, révolution. Pourquoi? J'ai voulu mettre ce terme, c'est pour faire justice aux scientifiques qui, lors du 20e anniversaire de ces rébellions, ont discuté longtemps dans les colloques à Paris et aux États-Unis pour dire que ce ne sont pas simplement des rébellions, mais ce sont des révolutions. Comme il y a un camp qui estimait d'appeler ça révolution, d'autres rébellions, ils ont choisi de dire on va appeler ça rébellion, révolution. Car quelqu'un comme Moulede qui arrive et qui commence son opération, c'est quelqu'un qui est formé à la guérilla. Et il sait ce qu'il fait. Il arrive, j'avance, je reviendrai sur cette photo. Front de l'Ouest, le mot d'ordre est qu'on est à la conquête de la seconde indépendance. La première indépendance a été confisquée par les bourgeois, etc. Maintenant, c'est la conquête de la seconde indépendance par le peuple. Et ces militants sont appelés, ces combattants sont appelés des partisans, qui sont formés. Et dans les maquis, ils sont formés par des commissaires politiques. La première chose, on forme des commissaires politiques. Les commissaires politiques sont envoyés dans les villages pour former des partisans. Il y a aussi les milices, qu'on appelle les jeunesses. Et à ce moment-là, on entendait chanter l'internationale communiste en français, l'hymne des partisans en français, dans les Poulous. C'était courant, parce qu'il avait introduit ces éléments. Et évidemment, il n'a pas pu former trop longtemps les gens sans que l'armée le traque. Et on le cherche, on cherche à l'arrêter, etc. Mais il n'y a pas d'armement
2 revolvers et un fusil. Et on va apprendre à fabriquer le cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Et il va inventer cette armée spéciale. Cette arme spéciale qui va faire recette, c'est l'invulnérabilité. C'est-à-dire qu'il demande qu'on tire sur lui, mais ce sont des balles blanches. On tire sur lui, il ne tombe pas. Et on apprend aux partisans, vous voyez ce qui va vous arriver au fond. Les balles que vous voyez là, c'est de l'eau. C'est maille. Ça ne marchera pas. Ce que vous voyez qui se passe chez moi, c'est ce que vous allez vivre. Et donc, il va vraiment devenir un leader charismatique. Quand les partisans vont, par exemple, en forêt et qu'ils voient un serpent, ils le saluent, bonjour camarade. Parce qu'on croit que le serpent, c'est Molélé qui les surveille. Il vient les surveiller. Donc, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Et donc, on va faire les premières attaques. Quoi, c'est qu'il y a parce qu'il y a quoi? C'est des laboratoires pour pouvoir avoir accès à l'acide, aux acides, etc., pour fabriquer des bombes. Voilà. Il va y avoir toute une stratégie militaire très forte. Par exemple, sur les routes, on va faire des grands trous et on y met de l'herbe. Quand les camions des militaires viennent, ils passent dessus, ils tombent. C'est alors que les partisans viennent les achever, etc. Donc, des techniques fortes. Et aussi l'interdiction de prendre les villes. Jamais prendre les villes. On n'a jamais pris Kikui, on n'a jamais pris Gourou, jamais pris Biafra. Alors, donc, il est en train de mener quelque chose de très grave. Et il y a, évidemment, il est condamné à mort et il y a un prix. Si vous arrivez à tuer Molélé, à l'amener, vous allez recevoir un montant formidable. Ça se passe à Kinshasa. Alors, pendant ce temps-là, à Brazzaville, il y a discussion au CNL. On commence à critiquer, disait Ben Yedder, vous n'êtes qu'un révolutionnaire en papier. Le vrai révolutionnaire, c'est Molélé. Vous ne faites rien. Vous êtes là en train de discuter, de parler. Ça va l'énerver, il va dire, bon, si c'est comme ça, nous allons commencer un autre front. Il est vrai qu'il leur a demandé à Molélé s'il peut les rejoindre. Molélé va dire non. Non. Alors, ils seront obligés de commencer un autre front. Il va envoyer 2 collaborateurs, n'est-ce pas? C'est le combat de Soumiado et Laurent Désiré Kabila allaient commencer l'autre front, cette fois-ci à partir de Bujumbura. Ils sont logés dans l'hôtel bien connu où s'est passé beaucoup de choses, l'hôtel Bagidas à Bujumbura. C'est là que plusieurs révolutions se sont faites sur le Congo. Et à partir de là, ils ont commencé également l'attaque par Ovira. En utilisant vaille que vaille un peu les mêmes stratégies. Entre-temps, les militaires ont appris que les rebelles sont invulnérables et ils vont fuir massivement. C'est ainsi donc que les conquêtes sont faciles. 17 mai, on part Ovira, Fizi, Kalemi, Kindu, et on prend même Kisangani. Alors, il ne reste plus qu'à ce que Beignet lui-même déménage de Brazzaville à Kisangani et proclame maintenant l'avènement de la République populaire du Congo avec comme capitale Stade. Et vous avez là
Beignet lui-même qui est chef de l'État, Kanza, ministre des Affaires étrangères, Kabila, secrétaire d'État, Nicolas Olenga. Merci. Vous avez là, vous avez sur la photo là, vous avez mis les noms, vous voyez quelques personnes, quelques personnalités de ce gouvernement. Mais vous avez ici dans le coin évidemment le jeune Laurent Désiré Kabila. Bon. Voilà. Donc finalement, nous sommes à nouveau devant une carte qui se présente sous cette forme. La révolution de Moulélé n'a pas réussi à aller plus loin parce qu'ils ne disposent d'aucune piste d'aviation. On a essayé de prendre Mouchi et Boloko pour avoir contact avec Brazzaville. Ça n'a pas très bien marché. On a même été au Kasaï pour arriver au niveau de Ileko. Et comme c'était surtout Moulélé qui était combattu, n'est-ce pas, le gouvernement américain va donc engager, la CIA va engager des Cubains qui sont contre Castro, des pilotes anti-Castro, qui vont bombarder, n'est-ce pas, les campagnes du Kwilu pour faire ce qu'on appelle en termes militaires la tactique de la terre brûlée. Brûler les campagnes, il n'y a plus de champs, il n'y a rien, pas de savane, tout brûle. De sorte que Moulélé lui-même sera obligé de quitter la région par pirogue. Une pirogue qui circule la nuit. Lorsque c'est le jour, on arrête, il s'arrête, se cacher dans la forêt, sur le Kwilu, sur le Kassai et enfin arriver à Brazzaville. Mais pendant cette traversée, il a un poste radio et il entend par la radio que Massamba Deba n'est plus président. C'est maintenant Marien Ngouabi. Alors il s'inquiète pourquoi, parce qu'il dit, moi je ne connais pas celui que je connaissais. Et puis là, Marien Ngouabi, comme il disait à Nigala, moi, j'ai bien été. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, son inquiétude était sérieuse parce qu'il est arrivé évidemment à Brazzaville. Bon, on le laissera pendant quelques jours et puis Marien Ngouabi lui dira, mais le président Mobutu justement me dit qu'il y a la réconciliation nationale. Il n'y a aucun problème. On va venir vous chercher parce qu'il y a la réconciliation. Et Moulélé ne saura que faire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je dois dire qu'un élément, je le dis tout de suite maintenant, le grand échec des rébellions, c'est parce qu'à ce moment-là, la Chine et l'Union soviétique ne s'entendent plus. Et nous avons un certain nombre de nos leaders nationalistes qui sont soutenus par la Chine, notamment Moulélé, Laurent Désiré Kabila, etc., et d'autres par l'Union soviétique, comme Gizenga, Beignet, etc. Ce qui veut dire que lorsque Moulélé arrive à Brazzaville, ceux qui connaissent Brazzaville savent que l'ambassade de Cuba, c'est au bord. Même au moment où on l'amène à Kinshasa, l'ambassade de Cuba ne se présentera pas pour le prendre, pour lui accorder l'exil. Parce qu'ils ont peur de l'Union soviétique. Cuba dépend de l'Union soviétique. Donc voilà Moulélé au moment où Bomboko va le chercher. Et il va arriver à Kinshasa, on va organiser une très grande fête. Et puis le lendemain, au camp Mangolo, il sera tué
conditions que l'on sait. Alors, quant à la grande révolution de l'Est, qui est la plus importante, qui a beaucoup de succès, le président Bénier crée, je crois, une erreur, commet une erreur grave. C'est qu'il arrête les Européens, pratiquement tous les Européens, puisqu'on bombarde son territoire, il dit, voilà, ce sont les Américains qui nous bombardent, vous les Européens, vous êtes les amis, les collaborateurs, les informateurs des Européens, on les arrête. En les arrêtant, malheureusement, il offre le prétexte à l'Occident d'envoyer maintenant les parachutistes pour pouvoir libérer les otages. Libérer les otages. C'est ce qui va donc se faire le 24 novembre 1964 dans le ciel de Kisangani. Les parachutistes belges sont largués avec des avions de C-130 américains. Beaucoup sont largués, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer les otages et en même temps opérer des carnages incroyables, la population. Et pendant ce temps-là, il y a une opération qu'on a appelée l'opération Omega, qui est menée par le colonel Van der Waal, qui était l'ancien des renseignements de la période coloniale, qui part de Kamina et qui remonte en libérant, si vous voulez, toutes les villes, Kindu, Police, qui s'appelle aujourd'hui Isiro, etc., pour faire jonction avec Kisangani. Et en cours de route, bien sûr, beaucoup de massacres, beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Donc finalement, cette rébellion n'a pas de chance d'aller plus loin. Pour la petite histoire, j'ai pu causer très longtemps avec Bénier, qui est mort depuis lors, et j'ai lui demandé lui-même, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Il me dira qu'il a fui, il est parti au fleuve et il se cachait dans l'eau. Parce qu'il y avait des gens qui passaient, qui entraient sous l'eau, et lorsque les gens étaient partis, ils relevaient la tête en priant la Sainte Vierge. Parce qu'il estime que c'est la Sainte Vierge qui l'a protégé, et ainsi donc le lendemain, il a pu sortir et pouvoir aller jusqu'à évidemment ici, plus loin. Donc c'est dans cette débandade, vous comprenez, qu'il y a eu l'affaire d'Anouarit. À la suite de ces éléments-là, il y a des gens qui, n'est-ce pas, militaires, voilà, chercher des bonnes sœurs, on va aller, etc. Donc, débandade, parce qu'il n'y a plus d'ordre. Les leaders de l'opposition vont tous en exil. Alors, tous en exil, mais il y a Laurent Désiré Kabila qui reste dans un petit coin là et il crée le parti de la Révolution populaire. 24 décembre 1967. Et j'ai mis là à côté qui rappelle le MPR de Pierre Boulay. C'est-à-dire que d'après les informations qu'on a eues lorsque Boudélé a fui le Kouilou, on a retrouvé ses papiers. Il était en train de travailler sur la création d'un grand parti. Disait-il, lorsque le front de l'Est et de l'Ouest va se rencontrer, nous allons créer un grand mouvement populaire de la Révolution. C'était ça son projet. Et le pouvoir montboutiste qui a pris ces documents
a vu ce cible, et c'est une technique politique évidemment, de créer un mouvement populaire de la révolution. Donc pour empêcher que si d'aventure vous l'avez gagné, qu'il ne soit plus possible de le créer parce que ça a déjà été créé. Au demeurant, on va nommer comme premier cadre les commissaires politiques, pour reprendre l'idée de Mouléry. Et on va utiliser la toque de léopard qu'on utilise, qu'utilisait Beignet et les autres. Donc voilà une histoire. Mais nous entrons encore dans une autre phase. Nous croyons que c'est vous, c'est ça, droit, le général Diancès, qui dira après l'indépendance et avant l'indépendance. Chaque fois c'est mal expliqué, c'est la même. Que les autorités soient africaines ou européennes, la discipline demeure la discipline. Alors, ça va mal tourner, ce sont des choses que vous connaissez, mais les conséquences sont de plusieurs ordres. Première conséquence, c'est la conséquence d'ordre juridique. Rupture des relations diplomatiques avec la Belgique. Pourquoi rupture? Parce que d'après le traité d'amitié qui avait été signé, il avait été dit que les troupes métropolitaines, c'est-à-dire les troupes belges qui se trouvaient sur le territoire congolais, il y en avait à Kamina et à Kitona, ces troupes ne peuvent entrer en action que sur autorisation du ministre de la Défense nationale. Or, le ministre de la Défense nationale, c'est lui-même le Premier ministre. Mais il n'a pas donné cette autorisation. Lorsque il y a des mutineries, on a commencé à s'en prendre aux Blancs, vous en voyez un là, eh bien les troupes métropolitaines ont réagi tout de suite en essayant de désarmer partout les troupes congolaises. Et à cause de cette décision, le Congo va justement rompre des relations diplomatiques. Cette situation crée maintenant une conséquence de type social, parce que l'indépendance avait été prévue suivant le traité que tous les cadres dans le système judiciaire, tous les professeurs, tous les officiers demeuraient au Congo et continuent à travailler normalement. Mais à cause de cette rupture des relations diplomatiques, tous les cadres européens devaient partir. Et 1 millier de personnes, des cadres, des enseignants, des juges dans les tribunaux, les directeurs des sociétés privées, tout le monde devait partir. Et on dit que même dans les pays communistes, on n'a jamais connu, n'est-ce pas, une révolution aussi forte. En une semaine, tous les cadres partent et le pays est resté dans la barre. Également une conséquence diplomatique. Le Congo, qui n'a fonctionné que comme colonie avec comme partenaire la Belgique, brusquement se retrouve propulsé, sorti du bilatéralisme belgo-congolais, plus propulsé dans le monde international. Maintenant, il faut parler avec l'ONU, il faut parler avec les États-Unis, avec l'Union soviétique. C'est des situations incroyables, mais également économiques. Nous avons donc la destruction, les premières destructions des infrastructures, mais nous avons surtout la proclamation des sécessions. En quoi est-ce que la proclamation de la sécession katangnaise a lieu le 11 juillet, et la date est très significative? C'est tout simplement parce que le 10 juillet, la veille, lorsqu'on a proclamé, s'il y avait une instance qui pourrait s'y opposer, c'était les troupes belges. La rébellion
parce qu'elle a un problème personnel, mais il ne prend pas la mesure de la gravité. C'est comme qui dirait, quand j'aurai le pouvoir, ne vous en faites pas, tout sera réglé. C'est tout. Et quelle garantie? Vous savez que ce qui est détruit est détruit. Donc, on a un peu ce complexe d'enfant gâté. L'ère de sécession est définitivement révolue au Congo. Nous n'avons plus eu de sécession. Et même quand il y a des rébellions, les chefs rebelles n'osent pas dire que voilà, c'est un pays à moi différent. Non, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront impopulaires. On n'acceptera jamais. Même ceux qui sont dans les pays n'accepteront jamais. Nous avons connu la période du RCD. Le RCD a voulu organiser les examens d'État. Les gens gourmands disent non, pas de questions, nous attendons des questions qui viennent de Kinshasa. Et lorsqu'il y a eu la rébellion du MLC, avec Jean-Pierre Bemba, personnellement, j'ai eu très peur. Parce que il y avait tous les symboles de l'État Zaïre qui étaient disponibles. Il y avait le nom du pays, on ne le savait pas. La fin des années 80, c'est justement le mauvais moment, au moment où il y a eu la chute du mur de Berlin et où, justement, il n'y a plus de guerre froide. La politique a changé. Et maintenant, le principe même de l'État est affaibli. Ce qui compte maintenant, ce sont les sociétés. Ce sont les multinationales. C'est le primat de l'économie sur la politique. Et comment avoir accès à ces minerais importants? On ne peut plus pas compter sur Mobutu. D'abord, Mobutu est encombrant, il est devenu encombrant. On n'a plus besoin de lui, il n'y a plus de guerre froide. Et puis on connaît sa boulimie financière, n'est-ce pas? Et puis il connaît trop de choses, trop de secrets. C'est pas possible. La seule chose, le pays limitrophe qui peut aider à ce que toutes ces choses se fassent, c'est le Rwanda. Mais Habyarimana, Juvenal Habyarimana est malheureusement trop ami de Mobutu. On ne peut pas compter sur lui. Il va se laisser manipuler par Mobutu. Et après tout, je ne sais pas si vous le savez, Juvenal Habyarimana, c'était l'ancien étudiant de l'université de Kinshasa, de Valium, quelqu'un qui a fait médecine, qui n'a pas réussi sa médecine. Et on disait qu'il aimait beaucoup le sport. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des étudiants de Guinée ici? Bien sûr. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore tout le service des sports qu'on a là-bas. Alors, on allait faire le sport au camp Kokolo. Et c'est là que, n'est-ce pas, il va être apprécié par notamment le colonel Malière, etc. C'est vraiment un jeune homme très fort pour le sport. Mais voilà que juillet 1962, le Rwanda devient indépendant. Il faut créer une armée. On avait prévu de l'envoyer à l'école militaire à Bruxelles, mais comme on vient de créer l'armée, on va tout de suite bien informer. Et donc, il va être à la base de la création de cette armée. Donc, lui, on ne peut pas compter sur lui. Mais, pour le déstabiliser, on peut compter sur son opposition. Mais cette opposition se trouve où? Se trouve en Ouganda. Voilà pourquoi tout va commencer en Ouganda. Et l'Ouganda, Museveni est en place depuis 1986. Et Ouganda, d'ailleurs, nous le dit dans son livre, Mobutu même a aidé à ce que
que Museveni soit en place. C'était un peu tous ceux qui fonctionnaient avec les États-Unis, ne comprenant pas ce qu'on faisait, ils ont contribué à ce que Museveni prenne le pouvoir pour pouvoir donc aider à ce que l'opposition rwandaise puisse renverser la situation au Rwanda. Vous connaissez le reste de cette histoire où, n'est-ce pas, Frédéric Guéma, le général Frédéric Guéma organise cette guerre du 1er août 1960-1990, qui tourne mal, lui-même meurt, et on dit jusqu'à présent que cette mort n'est pas claire, parce qu'il se trouve que Guéma, c'est l'homme qui souhaitait utiliser à la fois et les Tutsis et les Twagiramungu, les pasteurs, etc., qui sera le président. Ce sont des gens un peu réputés par lui. Bon, mais finalement, non, celui qui est en place, c'est Paul Kagame. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas là. Mais on peut aussi se demander, mais pourquoi Goma? C'est aussi une question préalable. Nous allons parler des rébellions, n'est-ce pas? Le RCD, le CNDP, le M23. Mais vous avez remarqué qu'il y a un acharnement sur Goma. Le RCD s'est installé à Goma de 1998 en 2003. Le CNDP a raté de justesse d'avoir de conquérir Goma. Le M23, première version, le 20 novembre 2012, s'est installé à Goma. Il a fallu vraiment que le président Obama des États-Unis tape du poing sur la table pour qu'on arrête cette affaire. Maintenant, en 2025, à nouveau Goma. Eh bien, pour comprendre ce mystère, il faut peut-être se référer à une note confidentielle que certains d'entre vous connaissent, que M. Mahmoud Kassem, qui a dirigé le premier groupe d'experts des Nations Unies pour le Congo, il a écrit une note, peut-être note confidentielle, au secrétaire général des Nations Unies, à l'attention du président du Conseil de sécurité, où il disait très clairement qu'il a eu des confidences avec les membres de la sécurité rwandaise qui lui ont expliqué trois choses. D'abord, ils estiment que le Congo est trop grand. Deuxièmement, trop grand pour être dirigé à partir de Kinshasa. Troisièmement, il faut tout faire pour que Goma joue le même rôle que jouait Djouba par rapport à Khartoum. Le rôle que jouait Djouba par rapport à Khartoum. Vous savez, Djouba, c'est maintenant la capitale du Soudan du Sud. Donc, Goma est considéré comme devant devenir une capitale d'un pays autre. Et donc, il faut insister et faire en sorte qu'il y ait donc insister sur cette ville et la prise de cette ville. La prise et l'organisation de cette ville. Un autre élément dans cette introduction qui est lié toujours à des confidences.
c'est qu'à un moment donné, un diplomate expliquera à des Congolais, nous sommes au temps du premier M23, que le président Kabila ne comprend pas une chose. Sa force, c'est de rester faible. Donc sa force, c'est de rester faible. Et donc, il faut surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas, dans cette logique, un pouvoir fort, trop fort à Kinshasa. Et au demeurant, vous aurez noté que nous avons des rébellions presque toujours lorsqu'il y a des élections au Congo. Il y a une relation entre élections au Congo et rébellion. Donc c'est le moment où non seulement le pays est faible, mais où surtout il y a de fortes divisions. Nous allons avoir le CNDP en 2005-2006. C'est l'époque où il y a des contestations pour la constitution du 18 octobre. Il y a le mémorandum, il y a le référendum. Il y en a qui disent non, il ne faut pas que cette constitution passe. C'est aussi l'époque où nous avons la grande guerre, le problème entre Joseph Kabila et Bemba. Donc, c'est cette époque-là. Et nous allons avoir le M23 2012-2013. C'est la grande époque où il y a la grande contestation, où Joseph Kabila a gagné les élections, Métier Tshisekedi aussi a gagné les élections. L'un prête serment, l'autre aussi prête serment. Donc nous sommes dans une période assez particulière et difficile. Et naturellement maintenant, nous sommes toujours dans les litiges électoraux nombreux. À ce moment-là, une rébellion reprend du service. Bien sûr, vous pourriez dire, mais en 2018-2019, il n'y a rien eu. Ben oui, il n'y a rien eu parce que c'est juste les années pendant lesquelles le président Kagame est président de l'Union africaine. Et donc, à ce moment-là, il semble difficile qu'il puisse lui-même être à la tête d'un mouvement qui met en cause le pays africain. Donc il va y avoir, en fait, maintenant, pour revenir sur le dossier, des modes opératoires. Premier mode opératoire, c'est la conquête directe. Deuxième mode opératoire, ça va être la rébellion du RCD. Et puis après, ça va être comme mode opératoire le fait d'une espèce de mise sous tutelle politique et économique du Nord et du Sud. Donc on va aller progressivement. La conquête directe, c'est ce que nous appelons la guerre de libération. Une conquête où il y avait déjà plusieurs agendas, multiples agendas. Agenda économique, territorial et politique. Agenda économique d'abord, parce que pendant que le roi Désiré Kabila mène cette guerre de libération, vous savez qu'on lui fait signer des contrats miniers déjà à ce moment-là. Et lui-même d'ailleurs est véhiculé dans les avions de multinationales américaines, qui étaient par exemple Goma pour aller à Lubumbashi, etc. Donc il y a une forte logistique qui provient des sociétés commerciales, des multinationales, qui soutiennent l'opération et en même temps qui font signer des contrats. Mais il y a également l'agenda territorial qui se passe de discours. D'ailleurs, dans
les accords de l'Émirat, il y a cet élément particulier qui dit le territoire de la République démocratique du Congo est la propriété de l'Armée. La propriété de l'Armée. C'est un élément. Et puis presque chaque fois qu'il y a des contrats, même déjà au temps de la CPG, en 1976, il y a presque toujours une clause liée à des problèmes de terre. Même à la conférence nationale, on a dû prendre une décision parce que Mobutu avait donné des étendues de terre à Abiyarimana. Vous vous rappelez peut-être? Vous n'étiez pas encore né peut-être. Donc on a dû prendre. Il y a chaque fois un élément. Et si vous lisez, Ngwanda dit très clairement que lors des réunions de CPG, Mobutu le chargeait de faire en sorte qu'on enlève, n'est-ce pas, dans les rapports finaux, ces éléments-là. Parce qu'il y en avait toujours. Alors, l'agenda politique, bien sûr, qui est donc l'agenda de s'installer, que Laurent Désiré Kabila prenne le pouvoir. Mais cet agenda politique va échouer parce que Laurent Désiré Kabila va opérer, je dirais, presque 2 coups d'État. Le premier coup d'État, c'est qu'il se proclame président de la République. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. C'est rare que dans une opération comme celle-là, le chef lui-même lit le communiqué. Al-Bumbashi, c'est lui-même qui a lu. Alors, le chef de l'État, c'est Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi il l'a fait? Il y a une raison. Parce qu'il le faisait dire, peut-être que même rien qu'en lisant, on pouvait changer. Parce qu'en fait, ce n'était pas lui qui était prévu. C'est pas, il y avait donc c'est à ce moment-là déjà qu'il a pris une orientation qui ne plaisait pas à ses parents. Le deuxième coup d'État que vous connaissez, c'est le fait évidemment qu'en juillet 1998, il va décider de renvoyer les troupes rwandaises, ougando-rwandaises, qui va détenir total. Donc, cet agenda du contrôle direct, si Bouguera avait été chef de l'État, les choses certainement auraient fonctionné différemment. Alors, à cause de ça, on va passer par une conquête par procuration. 1998-2003. On va donc créer ce rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme il faut bien sûr toujours une couverture congolaise, on va commencer par dire le responsable, c'est Zaïd Ngoma. On va dire Zaïd Ngoma est de Maniema, c'est trop proche, c'est pas possible. On va dire c'est Ernest Wamba Diawamba, qui est du Congo central. Donc c'est très bien, ça couvre totalement tout le pays. Il vient du Bretagne. Ernest Wamba Diawamba est un historien qui enseignait donc l'histoire à l'université de Dar es Salaam avec Jacques de Pelchin. Ce sont les 2 collègues que nous avions qui étaient là. Et d'ailleurs, lorsque il y a eu la présentation, il y a eu la prestation de serment de Laurent Désiré Kabila, ils étaient ici. Ils étaient à la cérémonie. Les collègues, nous connaissons bien. Donc on va dire que c'est lui le président. Et puis après, non, Émile Ilunga. Et on va tomber sur Adolphe Onosuba. Mais lorsque les choses deviennent sérieuses, lorsqu'on va à Sun City, non, c'est finalement Azalias Oberwa qui apparaît. Donc, voilà la logique de cette conquête directe par procuration. Mais cette conquête par procuration ne va pas bien réussir parce qu'on va arriver à des accords de Sun City. Et on fera tout pour saboter
les accords, la mise en œuvre de ces accords. D'ailleurs, même pendant que se tienne la conférence de Saint-Denis, il y aura une attaque. Je ne sais plus dans quelle ville là, pour pouvoir, peut-être ceux qui étaient avec la Sainte-Cité le savent bien, pour cueillir de la diversion, pour revenir sur le terrain militaire. Mais on va demander à ce qu'on s'occupe surtout de l'armée. Parce que là, le roi est Premier ministre et vice-président de la République chargé de la défense. De ce fait, il va y avoir donc sabotage en fait de la création, du principe de la création d'une armée républicaine. Ceci va donc nous amener à la guerre de Bukavu. Sabotage de la mise en place du gouvernement de l'armée républicaine. D'abord, les instructions seront données à un certain nombre d'officiers de ne pas accepter les affectations. Laurent Koundabatwa, qui était à la base des massacres à Kisangani, à la guerre de 6 jours, non, n'allez pas à Kinshasa et surtout n'acceptez pas ça. Eric Riorimel, qui est à la base du massacre des officiers à Kaboul, des officiers congolais, lorsque le RCD commence, non, plus vous n'allez pas. Mais de toute façon, on découvre à Goma énormément de caches d'armes. Et à Bukavu, énormément de caches d'armes. Tant et si bien que le général Prosper Nyabiola va donc, qui est le commandant de la 10e division militaire à Bukavu, a des problèmes avec son adjoint Jules Bouteboussi, lequel Bouteboussi cherche même à tuer le général et va même attaquer sa résidence. Le général va pouvoir se réfugier et la ville de Bukavu va devenir ingérable parce qu'il va y avoir des troupes qui sont, n'est-ce pas, en révolte sous les ordres du colonel Bouteboussi. Et à ce moment-là, Laurent Kunda, qui est du côté de Minova dans le nord, va faire jonction dans le sud et on va créer des désordre à Bukavu. Et on va vivre cette situation de ce qui est connu comme étant la guerre de Bukavu. Il va y avoir après ça 2 épisodes qui restent très contestés, très contestables. Le 17 août de la même année, il y a à Gatumba des massacres, des rwandophones, et on va dire, mais c'est probablement, c'est sûrement des soldats congolais. Oui, peut-être pas, c'est peut-être des soldats du Burundi. Donc, c'est une question qui va rester en suspens. En tous les cas, c'est cette même année que nous avons les grands massacres à Kanyabayonga au mois de décembre. Donc, nous sommes là dans une opération qui consiste à une certaine mise à tutelle. Il y a toujours des problèmes sur cette région. Alors, tout cela va prendre une forme plus organisée, plus structurée, avec la création du Congrès national pour la défense, c'est mal écrit, Congrès national pour la défense du peuple. Il s'agit évidemment pas du peuple, de l'ensemble du peuple congolais, non. Il s'agit d'un peuple bien déterminé. Donc, ce congrès qui commence sur le plan informel en 2005 est organisé en 2006 avec un abattoir en tête.
Et Kunda arrive pratiquement, je dirais, à chasser l'État congolais de la gestion de la Sicile du jour miraculeuse. Donc, vraiment, c'est lui qui fait la loi sur ces territoires du Nord Kivu. À cause de cela, s'organise alors la fameuse conférence de Goma, très grande conférence qui réunit à peu près 1500 personnes pour essayer d'arriver à un certain ordre. Et on arrive à mettre en place le programme Aman. Mais déjà, lorsqu'il est question de la conférence de Goma, et puisque 6 mois après, le CNDP va reprendre les armes, il va être à nouveau question de négociations, déjà à ce moment-là, le CNDP demande à ne pas être mélangé avec les autres groupes armés. Nous ne voulons pas qu'on nous mette ensemble. Il faut notre négociation à part. Notre négociation à part. Alors, cette négociation à part, évidemment, est une lecture malheureuse, tout à fait malheureuse, qui consiste à dire, en fait, il y a deux ethnies au Congo. Il y a vous, le gouvernement, et les autres groupes armés, vous êtes des Bantous. Et nous constituons un groupe à part, nous sommes des Nilotiques. En fait, on doit pouvoir partager de manière égale les postes politiques, militaires, etc., sur base de ce schéma. Vous savez très bien que cette division, je ne vais pas les rappeler, ceux qui ont suivi les séminaires de lycéens précédents savent très bien que cette division est tout à fait une division fausse. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on est dans ces négociations avec le CNDP. Il se passe deux situations. La première situation, c'est que sur le Conseil des États-Unis, les deux chefs de l'État se mettent d'accord pour qu'il y ait une intervention directe des troupes rwandaises sur le sol Congo, le sol congolais, pour pouvoir traquer les FDR. Ceci va donner lieu aux opérations bien connues de Umoja Wetu, qu'il y a deux à Manille. Donc on va créer des opérations rwando-congolaises pour traquer les FDR. Par ailleurs, au-delà de cet arrangement, il y a aussi les négociations officielles qui aboutissent aux accords du 23 mars 2009. Les accords du 23 mars 2009, date à retenir parce que c'est à partir de ce conseil 23 mars que va naître le M23, les accords du 23 mars 2009. On peut dire qu'à la suite de cet épisode du CNDP, le pays subit en fait une triple humiliation. Humiliation d'abord d'avoir eu à faire la négociation directe avec le CNDP. Humiliation d'avoir eu à accepter que les troupes rwandaises entrent dans le territoire national pour pouvoir traquer les FDLR, alors qu'ils l'avaient déjà fait au temps de RCD et qu'ils l'avaient déjà fait au temps de l'AFD. Et troisième élément, c'est que nous n'avons même pas obtenu l'extradition de Laurent Kunda qui était réclamé, accordé sur papier, n'est jamais réalisé jusqu'à ce jour. Parce que Kunda reste toujours au Rwanda. Nous allons alors vivre après ça le troisième scénario qu'on appelle le mouvement du 23 mars. Cette rébellion
est considérée un peu comme étant la rébellion de trop. Parce qu'on n'a pas très bien compris pourquoi cette rébellion. Parce que les accords du 23 mars 2009 étaient en cours d'application. Le mixage était en cours, le CNDP est devenu un parti politique. Il y a déjà plus de la moitié des revendications étaient en cours d'application. Mais il se trouve qu'il y a eu des revendications additives. Et ils estiment que non, ils ont estimé à un moment donné, non, ça met du temps, vous n'appliquez pas les accords. D'où nouvelle attaque, nouveaux problèmes. Et on s'est rendu compte que cette rébellion aussi du M23 en 2012 avait été préparée soigneusement. Parce que comme par hasard, les anciens du CNDP avaient le commandement de toute la région, le commandement militaire, et même d'ailleurs, je crois, le commandement civil à la tête des provinces. Et puis on s'est rappelé après que la radio du Rwanda a évoqué très longtemps le principe de l'autodétermination. Il faudrait qu'on laisse la possibilité aux gens de Butchuru, de Massissi, de s'autodéterminer, qu'ils disent ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Pourquoi on les oblige qu'on leur d'entrer dans les territoires congolais pour combattre les ADF Nalou et autoriser à faire des routes. On va aussi signer des accords avec le Rwanda, des accords commerciaux. Mais le Rwanda va estimer qu'on en a donné trop à l'Ouganda. Et que l'Ouganda a même des ouvertures jusque dans, j'allais presque dire, dans ses plates-bandes, jusque, n'est-ce pas seulement au nord là-bas, même simplement, n'est-ce pas, dans les territoires proches, ce qui n'était pas possible. Ils vont estimer que ce n'est pas possible et il va y avoir des problèmes. Et puis ils vont aussi être mécontents parce que ce qui donc m'amène à ceci, les considérations finales. D'abord, première considération finale. La succession des rébellions a produit la destruction quasi totale des infrastructures héritées de la colonisation. Également la déstructuration de l'armée, des services publics de l'État. Trop de dysfonctionnements. Mais je dois dire, en revanche, je l'ai dit déjà tout de suite, beaucoup de rébellions, beaucoup de problèmes, mais le pays est toujours là. Le pays est toujours là. Donc c'est qu'il y a quelque chose de positif, nous allons le dire. Le Congo tient et continue à tenir malgré toutes ces questions. Et donc il y a un effort à faire pour pouvoir reconstruire. C'est, je crois, le général de Gaulle qui avait dit que la guerre a on ne peut pas dire un avantage. La guerre offre l'opportunité d'une table rase impossible à réaliser en temps de paix. Parce qu'en temps de paix, vous ne pouvez pas décider à brûler des maisons comme on le fait. Mais parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a destruction, ça peut vous donner l'opportunité de reconstruire et de reconstruire autrement, de reconstruire mieux. Donc, s'il y a destruction quasi totale, il y a donc ouverture, opportunité pour une reconstruction autre
très bonne construction. La typologie des rébellions. Il y a plusieurs types de typologies. Je m'arrêterai ici à deux. Nous avons vu que une série de rébellions, c'est une question de gouvernance, une question de la construction de l'État, de l'invention de la démocratie ou de la réinvention de la démocratie. Lorsqu'on dit c'est la seconde indépendance, nous sommes dans cette logique. Dans cette logique. Il faut trouver, faire autrement. C'est également la lutte contre l'exclusion. L'exclusion des gendarmes catalans, par exemple. Donc ça, c'est un type de choses. Mais il y a aussi des luttes que nous avons maintenant, qui est plutôt des luttes plus récentes, des luttes pour l'intégrité du territoire, des luttes contre les conquêtes rwando-ougandaises. Il y a là, on dirait, deux types de rébellions qui sont différentes. Mais vous remarquez que les connexions avec l'extérieur sont des éléments toujours présents depuis le début jusque maintenant. Troisième question, c'est que, c'est une réflexion d'historien, les rébellions semblent être une longue guerre d'indépendance. Une longue guerre d'indépendance. Nous n'avons pas connu une guerre d'indépendance. Et on dirait que nous la connaissons maintenant. C'est une longue arrivée à passer par toutes sortes de choses avant la naissance. Avant la naissance. Pourquoi? Bon, d'abord, le Congo n'a été géré depuis plus d'un siècle que comme État unitaire, de Léopold II à maintenant. Ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas facile de structurer ça. Le Congo doit être uni. Le Congo doit rester uni. Je dirais pas que c'est l'idéologie propre à tous les Congolais. Le Congo doit demeurer uni. Et puis, troisième élément, c'est que par où je vais partir d'un constat. Le constat, c'est que l'histoire se répète. Et nous ne tirons pas des leçons de l'histoire du Congo. Et puis, je suis d'accord avec le professeur quand il a dit qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour construire l'État. Et de là, je vais maintenant poser la question au professeur. Sur le plan historique, j'essaie de lire son combat. Si le mouvement n'était pas communiste, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent que le mouvement n'était pas un communiste, c'était plutôt un nationaliste incompris, est-ce qu'on peut dire que Moulélé était communiste? Est-ce qu'on a assez d'éléments pour dire que Pierre Moulélé était communiste? La deuxième question par rapport à tout ce qu'on a, tous ces parcours chronologiques, est-ce qu'on ne peut pas dire que parmi les causes de ces rébellions, il y a la guerre froide qui a dominé beaucoup de rébellions, mais aussi il y a la question rwandaise? Parce que moi je peux retenir la guerre froide, et après la question rwandaise qui implique la question aussi la question. Les Zimbabwéens et les Angolais, c'est des mercenaires. Donc, les mercenaires, ça ne veut pas dire seulement des blancs compacts, etc. Donc, on dirait qu'il y a là quelque chose, il y a un acquis, un certain acquis. Mais encore faut-il tenir compte de ça. À propos de la balkanisation, je voudrais terminer par là. Notre discours habituel est de dire que notre pays va être balkan. La balkanisation supposerait qu'il y ait une instance supérieure au-dessus de nous
qui dit désormais on va faire la partition, telle province là-bas, indépendant et tout ça. Mais il n'y a pas cela. Nous ne sommes pas dans la logique de la balkanisation, nulle part. Nous utilisons le terme, ce n'est pas le bon terme. Pour ce qui concerne ce que nous vivons dans la guerre du Kivu, c'est plutôt l'occupation d'une partie du territoire, de s'emparer d'une région. Mais s'emparer d'une région ne veut pas dire que tout le reste du pays soit subdivisé en petits morceaux. Donc, la gravité est là, mais quand même c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas la balkanisation. Ça, c'est mon point de vue. Alors, troisième point de vue, le professeur a fait référence tout à l'heure au général de Gaulle, en disant que les guerres offrent des opportunités de reconstruction. Ce qu'on appelait les affreux. Les affreux ont une réputation, une très mauvaise réputation, parce qu'ils n'ont pas joué le rôle, depuis toujours, le rôle qui leur est demandé. Le gain a été toujours supérieur par rapport au rendement. Donc ça, c'est une chose. Je veux vous dire que dans toutes les rébellions que nous avons eues, il y a toujours le problème, comme j'entendais ce matin Placard dire à la radio, le problème personnel. Toujours. Lorsque je vous parlais des mutineries de la force publique, nous disons que la liste du Kivu, n'est-ce pas, il était invalidé. On n'a pas fait attention, hein, peut-être, mais on l'a invalidé pour nationalité douteuse. Vous comprenez? Bon, imaginez qu'il avait été à la CNS. Notre histoire était très différente. La dernière question de Géry. Vous dites, mais pourquoi toujours l'Est? Mais auparavant, ce n'était pas l'Est. C'était le Kasaï et le Katanga. Maintenant, c'est l'Est. Mais je peux vous assurer que dans les décennies qui viennent, ça risque d'être l'Équateur, etc. Parce que ça suit les produits revendiqués par l'économie mondiale. À un moment donné, l'économie mondiale, c'était le cuivre, etc. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu les sécessions du Katanga et du Kasaï. Pendant les sécessions, vous pouvez aller voir ça des économistes parmi vous, la production de l'union minière de la Miba n'a pas baissé, au contraire, continue à monter. Maintenant, on a besoin du coltan, de l'étain de lithium. C'est là, on en est là. Mais bientôt, ça sera le problème de l'eau, etc. Là, on va vous quitter peut-être, on va aller ailleurs. C'est pour ça que nous devons faire de l'anticipation. Il faut penser à l'avenir. D'ailleurs, avant le Kasaï et tout ça, c'était encore l'Équateur à cause du caoutchouc. À cause du caoutchouc. Au moment où on faisait les mains coupées, on ne le faisait pas au Kivu, on le faisait à l'Équateur et à Maïndomé, parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de caoutchouc. Donc ça change suivant l'intérêt.